j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec mon petit cappuccino pour un vlog un peu particulier puisqu'il va traiter uniquement du sujet de l'école en Corée du Sud. C'est parti! Alors pour tourner ce vlog, eh bien vous m'avez aidé, vous y avez participé puisque sur Instagram je vous avais demandé de poser toutes vos questions relatives à la scolarité ici des enfants à Séoul et des questions j'en ai reçu beaucoup. Du coup j'ai un petit peu regardé tout ce que vous m'aviez envoyé et j'ai recoupé ça sous 7 points principaux. On va les faire un par un, c'est parti. Alors point numéro 1. L'état d'âme des enfants, comment se sentent-ils, comment vivent-ils cette transition? Alors les enfants le vivent extrêmement bien et ce pour plusieurs raisons. D'une part parce que nous avons quitté Tokyo finalement à la fin de l'année, à savoir mi-juin, et donc on n'a pas eu de séparation en plein milieu d'année qui aurait vraiment accentué le sentiment de rupture. Finalement ils ont fini leur année scolaire comme d'habitude, on est rentré en Belgique comme d'habitude et donc ça s'est fait très naturellement. La deuxième chose, c'est que l'école ici est absolument incroyable et ils s'y sentent très bien. Les bâtiments, tout ce qui est à leur disposition, le fait que ce soit dans un écrin de verdure, rendent cette transition beaucoup plus facile. La troisième chose, c'est qu'ils retrouvent un curriculum américain qu'ils avaient déjà connu auparavant, puisque les 2 premières années à Tokyo, ils étaient à l'école américaine. Curriculum qu'ils adorent dans la méthodologie, dans l'approche en fait des compétences et des matières, et donc ils se sentent vraiment retrouvés dans un environnement qu'ils connaissent et qui leur plaît beaucoup. Donc la transition vraiment elle s'est très bien faite. James, quant à lui, eh bien, il est rentré en petite section maternelle et finalement ça se passe extrêmement bien puisque lui aussi allait 3 matinées par semaine eh bien, à la crèche à Tokyo. Il faisait du 9-12 et donc il avait déjà l'habitude, si vous voulez, d'être dans une communauté d'enfants. Ici, il retrouve la même chose mais avec sa classe et puis en journée complète. Donc c'est une nouveauté de ce côté-là, mais au niveau intégration et rapport social avec ses petits camarades, il n'y a aucun souci. Il est très excité aussi de porter le même uniforme que son frère et sa sœur, mais on y reviendra. Alors, point numéro 2, justement, les uniformes et les fournitures scolaires. Alors, on m'avait posé plein de questions là-dessus, donc je vais y revenir. Alors, concernant les uniformes, effectivement, c'est une première pour nous. Les enfants n'ont jamais eu d'uniforme auparavant, ni en Belgique, ni au Japon. Julia était un peu sceptique parce que, eh bien, dans l'uniforme des filles, il faut porter les petites jupes noires plissées à la coréenne. Mais finalement, elle s'y fait très bien parce qu'on a découvert, eh bien, l'envers du décor, à savoir qu'en dessous de ces petites jupes, il y a des petits caleçons très propres qui permettent quand même aux jeunes filles, eh bien, de courir et de s'amuser. Donc voilà, donc c'est très chouette pour elle. Finalement, elle est soulagée. Les tenues donc sont obligatoires, en bas ça doit être noir ou camel, que ce soit en short ou en pantalon. Pour les jupes donc noires. Et pour les hauts, alors la fille garçon c'est la même chose, c'est le petit polo avec vraiment le petit col, les petits boutons, manches courtes ou manches longues et c'est rouge ou blanc avec le logo de l'école. Quant au pull, on ne peut pas prendre n'importe quel sweatshirt de chez soi, c'est aussi le sweatshirt de l'uniforme. Alors il y en a 4 différents. Il y a vraiment le hoodie avec la capuche, il y a le zippé, il y a le pull col rond. Alors nous on en a pris plusieurs comme ça cet hiver parce qu'il va faire très froid, ils pourront choisir ce qu'ils veulent mettre. Et en fait comme Julia et William font la même taille, c'est parfait parce qu'en fait ils vont pouvoir se les prêter. Donc on en a acheté un chacun pour l'instant qui vont pouvoir interchanger. Voilà. Alors James, il faut savoir que lui, en petite section, ce n'est pas obligatoire de porter l'uniforme. Il l'exige à partir de la grande section. Néanmoins, comme je vous l'ai dit juste avant, il prend beaucoup de plaisir à s'habiller bien comme les grands. Il a l'impression vraiment voilà, d'appartenir à la même tribu. Et puis c'est vrai que quand on arrive sur le campus tous les matins, tous les enfants autour sont habillés de la même manière. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance qui lui plaît beaucoup. Pour les fournitures scolaires, eh bien finalement je pensais qu'on en aurait et finalement on n'en a pas. Je vous explique, à Tokyo on n'a jamais eu à acheter quoi que ce soit, il fallait juste une trousse, un plumier si vous voulez, s'il y a des Belges parmi nous, voilà, garni avec les ciseaux, la colle, les basiques. Il fallait leur propre lunchbox parce qu'il n'y avait pas de cantine et leur sac à dos. Tout le reste était fourni par l'école.
Ici, j'ai eu des listes, donc avec du matériel qui était assez longue et je l'avais survolé en fait. Donc pensant qu'il y avait beaucoup de choses quand même à acheter, eh bien je pensais qu'on allait pour la première fois avoir le plaisir, ou pas, eh bien de faire les courses de rentrée. Et en fait, il s'est avéré que quand j'ai regardé, c'était juste tout le contenu d'une trousse, donc d'un plumier, les crayons, nanana, la colle. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Tout est fourni par l'école, les cahiers, les classeurs, enfin bref. Je vous passe les détails. Alors, numéro 3, vous m'avez posé beaucoup de questions sur les transports et la distance entre la maison et l'école. Alors, c'est vrai qu'on a choisi une maison du coup près des montagnes parce qu'on voulait cet accès, cette connexion à la nature. C'est un choix qu'on ne regrette absolument pas. On adore la maison, son environnement, le jardin, c'est un vrai bonheur. En revanche, on est à peu près à 11 km de l'école. Alors vous allez me dire, ça va, c'est pas si loin. Sauf que le trafic ici est terrible, point numéro 1. Et point numéro 2, il y a beaucoup donc de montagnes. Et donc qui dit montagne dit route un peu sinueuse et surtout des accès qui sont un petit peu compliqués. En moyenne en voiture, moi je mets entre 25 à grand maximum 35 minutes pour me rendre sur le campus porte à porte. Donc ça reste, je pense, correct. Les enfants prennent le bus scolaire, donc Julia et William uniquement, les grands. Tout simplement parce que les petites sections maternelles ne sont pas autorisées par l'école puisqu'ils sont encore relativement petits. Moi-même je pense que j'aurais pas été à l'aise de laisser James monter dans un bus tous les matins. Donc moi je le conduis, je vais le rechercher pour cette année. À partir de l'année prochaine, il pourra prendre le bus avec Julia et William. Alors le bus, il les prend et il les dépose littéralement au bout de la rue. Ils doivent marcher 1 minute. Ils passent à 6h53 tous les matins pour arriver au campus à peu près 3/4 d'heure plus tard. Donc ça leur fait quand même un petit périple. Ceci dit, ils le vivent très très bien. Quand ils étaient à l'école américaine à Tokyo, ils avaient aussi 1h, 1h15 de bus. Et quand on les a changés en école internationale près de chez nous, à chaque fois ils regrettaient le bus aussi parce que finalement c'était des moments et des souvenirs hyper chouettes pour eux. Des horaires, activités et devoirs. Numéro 4, donc les horaires. Donc tous les 3 commencent le matin à 8h. Donc c'est relativement tôt quand même. Mais on s'y fait, voilà, on a pris le pli maintenant, ça y est, après une semaine et demie là. Et donc ils terminent, donc James termine à 14h et les grands terminent à 15h. Puisqu'il est de nouveau en petite section, c'est encore un peu à part. Mais à partir de l'année prochaine, eh bien, il sera aussi en mode 8-15. Donc c'est juste un peu un régime spécial pour cette année. Donc ça c'est pour les horaires. Attention, si jamais les enfants font des activités extrascolaires au sein de l'école, ce qui est le cas de William qui fait de la natation après l'école 2 à 3 fois par semaine, dans ce cas-là, il rentre plus tard. C'est-à-dire qu'il va nager et ensuite il y a à la disposition des élèves qui participent à des activités extrascolaires au sein de l'école des bus, ce qu'ils appellent les late bus, donc les bus plus tardifs, et ce qui fait arriver William à 6h moins le quart ici plutôt que que je dis pas de bêtises 4h30, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc un petit peu pour comment ça se passe au niveau des horaires. Les activités, donc je viens en parler. Julia fait des activités en dehors de l'école puisque forcément c'est de l'équitation, c'est un peu compliqué d'avoir des écoles qui proposent ce genre d'activités à moins d'avoir une école écurie. William, je viens de vous le dire, il fait au sein de l'école et donc James évidemment, lui il ne fait pas encore d'activité. Alors pour les devoirs, c'est très simple, on continue sur ce qu'on connaissait déjà à Tokyo, nada. Pas de devoir, rien. Même Julia qui est rentrée au collège n'a rien à préparer le soir. J'étais franchement stupéfaite. Autant en primaire, je trouve que c'est génial de ne pas donner de devoirs aux enfants parce que je pense que c'est suffisant et que ça devrait être suffisant ce qu'on fait en classe. Autant quand on rentre au collège, je trouve que la discipline de pouvoir travailler en autonomie et d'avoir un peu une responsabilité, vous savez, juste pas pour massacrer l'élève de devoirs et que vraiment il croule sous les copies, mais je pense que juste leur donner un petit truc à faire tous les soirs pour dire de commencer à acquérir une certaine discipline et responsabilité, c'est pas mal.
Ce qui se passe, c'est qu'on profite du bus, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans ce vlog, on profite du trajet en bus pour qu'ils lisent, comme ça quand ils rentrent à la maison, c'est fait. Ils attendent que William, qui est donc en CM1, classe française, lise à peu près 20 minutes par jour, et ils attendent à ce que Julia, qui est donc en 6e collège, qui vient de rentrer au collège, qu'elle lise à peu près 30 minutes par jour. On est à peu près au double. C'est-à-dire que William lit à peu près 40 minutes et Julia lit à peu près 50 minutes à 1 heure par jour. Donc on est bien loin des recommandations de l'école. Donc tout va bien. Ensuite, au niveau des langues, du curriculum et du français, point numéro 5 si je ne me trompe pas. Alors on y va. Donc au niveau des langues, il faut savoir qu'on continue également sur la lancée, à savoir que les enfants étant dans une école américaine, la langue d'enseignement est l'anglais. Pas de surprise là-dessus. Pour les langues étrangères qui sont enseignées, alors James, en petite section, il va juste faire quelques comptines, apprendre à compter jusque 10, etc. en coréen, et ça s'arrêtera là. C'est juste pour avoir une petite immersion gentille. Pour William, qui est donc en primaire, il a 1 heure de coréen par jour. En gros, le coréen vient remplacer le japonais, puisque pour ceux qui nous suivaient déjà, ils avaient déjà 1 heure de japonais à l'école tous les jours. Et alors Julia, c'est encore autre chose. Disons qu'elle avait un éventail de choix, tout simplement parce que la langue qu'elle choisit, dans la perspective de l'école dans laquelle elle est, c'est d'aller jusqu'au bout pendant toutes les années collège et lycée pour la maîtriser au mieux et essayer de faire des enfants trilingues, parce que souvent les enfants maîtrisent déjà 2 langues dans ce genre d'école, la langue maternelle et l'anglais. Et donc, si vous voulez, elle pouvait choisir plein de langues. Finalement, on l'a laissé choisir et moi je suis très contente de son choix parce que je pense que ça va lui être utile par rapport à la suite, puisqu'on n'envisage pas de rester vivre en Asie non plus toute notre vie. Et bien elle a tout simplement choisi l'espagnol. Donc voilà, ça reste un choix assez classique, mais on respecte et puis on se dit que finalement si on part en Europe, aux États-Unis, ça sera beaucoup plus simple pour elle de poursuivre l'espagnol que de poursuivre par exemple le coréen, le japonais ou le chinois, qui sont pas forcément offerts dans toutes les classes ou tous les collèges ou lycées dans lesquels elle aura accès plus tard. Donc finalement, choix facile, j'ai envie de dire. Alors pour le français, il est parlé à la maison, d'office. Dès qu'ils rentrent, ils savent, on parle français, c'est vraiment la règle parce que sinon on va le perdre. En tout cas eux, et moi je vous avoue que aussi je sens que année après année mon vocabulaire ça me nuise, donc il faut vraiment qu'on garde cette discipline de parler français entre nous. Je suis arrivée à un stade où en fait si vous voulez, donc James continue son apprentissage oral à son âge, voilà ça s'arrête là. En revanche, Julia et William savent le lire et le parler couramment, et leur lecture est vraiment fluide et très bonne aussi en français. En revanche, ils ne savent pas l'écrire. C'est vrai que ça c'est plus difficile, tout ce qui va être conjugaison, grammaire, évidemment c'est plus complexe. Donc à partir de cette année, ils vont avoir 1 heure de français par semaine. C'est pas énorme, mais je peux pas non plus leur imposer trop de langues. Ils auront 1 heure de français et ça va se jouer au sein de l'école. Alors c'est pas dans le planning de l'élève, c'est considéré comme une activité si vous voulez extrascolaire, donc ça se rajoute après l'école. Mais bon, 1 fois par semaine, je pense que ça ne va pas les tuer et je pense aussi que ça leur fera un peu du bien de commencer un petit peu à écrire français aussi, parce que j'aimerais quand même qu'à terme ils puissent écrire sans faire trop de fautes. Point numéro 6, on est déjà à la fin, c'est au niveau de la cantine. J'ai eu énormément de questions, c'est un point qui vous anime beaucoup. Comment ça se passe? Donc moi pour l'instant je les ai mis tous à la cantine parce que c'était le démarrage et que je voulais faire simple. Donc on recharge leur compte sur internet et en fait ils payent avec leurs doigts. Voilà, sauf James parce qu'il est encore trop petit, donc lui c'est avec son nom, mais ça c'est l'institutrice qui s'en occupe. Alors pour James, on a le choix de laisser, soit c'est l'institutrice qui choisit du repas entre coréen et western, soit c'est le parent qui dit à l'enseignante voilà ce qu'on veut que notre enfant mange cette semaine. Pour William, c'est un peu différent puisqu'il est plus grand, il est autonome pour choisir son repas. Il va avoir le choix aussi entre un repas coréen et un repas western. Donc western, bien sûr, c'est les repas plus européens ou américanisés, un petit peu plus de chez nous, comme les pâtes, les lasagnes, qu'est-ce qu'on peut encore avoir, enfin bref, la purée, les gratins, les quiches, voilà, les choses qui sont pas très asiatiques.
tout se recoupe là-dessous, sous Western. Et donc lui va pouvoir choisir. Alors pour aider les élèves à choisir, parce que pour eux ça parle pas beaucoup, et pour que ça soit efficace, ils ont une vitrine à l'entrée de la cafette. Et comme au Japon, ils ont les plats en silicone du jour, donc ils voient vraiment ce qu'ils vont avoir concrètement dans l'assiette, à quoi ça ressemble, et ça les aide à choisir et voilà, à aller plus vite aussi. Alors ensuite pour Julia qui est au collège, c'est encore différent. Elle a la cafette, elle a toujours le choix entre coréen et western. En revanche, elle a aussi l'accès à un petit café qui s'appelle le deli, où elle peut avoir de la junk food. Mais vraiment, ça va être des hot dogs, des hamburgers, des frites, des panini, enfin bref, des glaces, des donuts, vraiment voilà. Donc on a une belle discussion, parce qu'il est évident que je ne veux pas qu'elle aille au deli tous les jours, et donc elle ira tous les mercredis avec ses copines. Je trouve qu'une fois par semaine, un petit joker, voilà, ça peut pas la tuer non plus. En revanche, pour le reste, je souhaite qu'elle mange à la cafette, et elle a plus de choix, donc elle, c'est pas en vitrine, c'est sur des grands écrans, et je pense qu'ils ont un peu plus de choix, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 ou 3 choix, elle a... je crois qu'elle a 5 ou 6 options, il y a aussi une option végétarienne, enfin bref, il y a pas mal de choses. Voilà, ils grandissent, donc plus de privilèges. Voilà un petit peu. Alors, il est aussi tout à fait possible de ramener son lunch bag, mais comme vous le savez probablement, en Corée, il fait très très froid l'hiver. Et donc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que en général, l'automne-hiver, tout le monde va à la cafette manger un bon repas chaud. Et quand le printemps et le début d'été s'annoncent, eh bien, les parents font d'autant plus de lunch bag et il y a de moins en moins d'élèves qui vont à la cantine. Donc, on verra comment nous on procède. Ça dépendra aussi de ce que mes enfants veulent. Voilà, j'aime l'idée quand même qu'ils mangent à la cantine un repas complet. Ce qui est très chouette, c'est qu'ils ont accès aussi à plusieurs boissons. Par exemple, ils peuvent prendre du lait, et qu'il faut savoir aussi que c'est à volonté. Donc ça, William me l'a déjà dit 3 fois. Il en revenait pas, il me dit maman, on peut se servir autant qu'on veut. Si je veux 3 fois des ramen, je peux aller chercher 3 fois des ramen. Donc c'est quand même plutôt chouette. Le prix des repas est correct. Je sais pas ce qu'on fait en Belgique ou en France, je m'en souviens plus, mais ça m'a pas semblé complètement disproportionné ou voilà. Donc voilà un petit peu. Les snacks sont à notre charge, c'est nous qui faisons les petits snack bags de nos enfants. Et puis voilà, je pense que j'ai couvert la plupart des questions que vous m'aviez posées. Il reste encore un point qu'on doit voir ensemble. Alors, dernier point, et non pas des moindres, le coût de ces écoles. Combien ça coûte et comment intégrer ces écoles? Alors, concernant le coût des écoles, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très difficile de mettre un prix fixe. Tout simplement parce qu'il y a 3 critères qui vont vraiment faire varier le prix de façon importante. Le premier critère, dans quel pays vous vous trouvez? Le prix des écoles à Tokyo n'est pas celui appliqué à Séoul, n'est pas celui appliqué à Shanghai. La deuxième chose, dans quelle école vous voulez mettre votre enfant? Le lycée français ne va pas appliquer les mêmes tarifs que l'école américaine, qui ne va pas appliquer les mêmes tarifs que l'école Montessori par exemple. Et la troisième chose, c'est tout simplement dans quelle classe, à quel niveau se trouve votre enfant. En maternelle, au lycée, tout ça va faire que finalement la facture sera très différente d'une personne ou d'une situation à l'autre. Je l'ajoute parce que c'est très important, que je n'ai jamais rencontré personne en quasi 5 ans d'expatriation ici en Asie qui payait à sa charge ses frais. C'est-à-dire que ce n'est pas le particulier, nous, qui payons ses frais de scolarité, mais que c'est couvert par les entreprises. C'est ce qu'on appelle dans le langage un peu jargon ici, le package. C'est-à-dire que ça fait partie des avantages d'être ici, de pouvoir accéder à ce genre d'école. Ensuite, comment y accéder? Alors ça, c'est un autre sujet. Quand on est parti de Belgique, ce n'était pas la même situation que quand nous sommes partis de Tokyo. Tout simplement parce que mes enfants ne parlaient pas un mot d'anglais quand on a quitté la Belgique, mais vraiment pas. Et donc, comme on a fait le choix de les mettre dans une école américaine, c'était un pari quand même un petit peu risqué, de les sortir finalement de leur confort et de ne pas les mettre au lycée français, parce qu'on trouvait que c'était une chance pour eux en fait d'apprendre l'anglais et de devenir parfaitement bilingue. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous allez déménager à l'étranger, il faut s'y prendre très tôt dans les dossiers, dans les demandes d'admission. Nous, on s'y prend toujours 1 an à l'avance. Donc par exemple, pour venir à Séoul, j'ai rentré les dossiers en octobre.
pour venir à Tokyo. J'avais aussi rentré les dossiers fin octobre, début novembre. Ne tardez pas, les dossiers d'admission sont ouverts dès mi-octobre en général. Il y a beaucoup de listes d'attente, c'est la guerre, il ne faut pas croire. Et les places sont chères, dans tous les sens du terme. Donc n'hésitez pas non plus à faire plusieurs dossiers parce que vous n'êtes jamais certain que vous aurez toutes les places que vous souhaitez, notamment si comme nous vous faites le choix d'école internationale. Si vous êtes français ou francophone et que vous souhaitez mettre votre enfant au lycée français, en revanche, pas de stress, ils sont obligés de vous les prendre. Donc dans ce cas-là, ne tardez tout de même pas, mais vous savez que votre enfant aura une place à la rentrée. Alors, en quoi ça consiste? Une fois que le dossier est monté, c'est-à-dire qu'on a expliqué d'où vous venez, qu'on a rempli de la paperasse, eh bien on passe aux interviews. Interview des parents avec leur motivation, pourquoi avoir choisi cette école, d'où on vient, ce qu'on fait dans la vie, vraiment voilà. Et ensuite interview des enfants. Ce qu'ils aiment faire, quels sont leurs loisirs, est-ce qu'ils ont des activités, est-ce qu'ils sont contents de venir, etc. etc. Et puis il y a aussi toute une partie de tests parce qu'ils ont besoin d'évaluer l'enfant, notamment en anglais, mais aussi en mathématiques. Vraiment anglais et mathématiques, ça va être les tests qu'on va retrouver toujours pour quasiment chaque école. Certaines écoles demandent aussi des tests de logique pour voir voilà, si l'enfant raisonne comme il faut. Et donc, quand tout ça est terminé, vous avez une réponse début avril, fin mars dans le meilleur des cas. Les dossiers octobre, novembre, les interviews parents-enfants, en général c'est décembre, janvier, et fin mars, début avril, on a une réponse. Donc voilà un peu comment ça se passe. On n'a pas forcément préparé les enfants à ça, on y est allé un petit peu à l'aveugle, surtout pour venir à Tokyo parce que c'était une première aussi pour nous. Pour venir ici, j'avais un petit peu plus une idée, mais comme il venait d'un système international, ça a été beaucoup plus simple, si vous voulez, de finalement d'avoir une place et de trouver des écoles qui les prennent sans trop poser de questions. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. J'espère que ce vlog hyper blabla vous aura plu, vous aura donné pas mal d'infos sur ce qui se passe ici. N'hésitez pas à me poser plus de questions dans la barre de commentaires juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous les kawaii. Salut salut!